Épisode 396-396 avec deux camarades de jeu qui changent. Ça, il faut changer de temps en temps les camarades de jeu. D'un côté, il y a Aurélien. Salut Aurélien. De l'autre, il y a Sébastien. Salut. L'autre Sébastien. Si l'épisode précédent était belgo-belge, celui-ci est franco-belge en fait. Il n'est pas moitié, il est franco-belge avec une forte présence de résidents français par contre. On va dire comme ça. On va le faire comme ça, hein, c'est du Nord. Et du sud du Nord, comme disait Aurélien hors enregistrement. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas, comme toujours, avec ces épisodes des technos, à les partager, à mettre des étoiles, à faire des pouces, à vous abonner. Il y en a certains qui oublient de s'abonner. Sur YouTube, par exemple, c'est bien d'avoir de la mémoire, à se dire « Ah, je sais ce que c'est les technos, j'ai pas besoin de m'abonner ». En vous abonnant et en cliquant sur la cloche, comme on dit, vous aurez les notifications de tout ce que l'on publie. Et ça, c'est quand même pratique quand on a oublié, par exemple, de regarder le bonus. Parce qu'il y a des bonus. Il y aura un bonus à l'épisode 396 que vous découvrirez. Il est peut-être déjà là, d'ailleurs, je ne sais pas à quel moment vous écoutez et vous regardez cet épisode. Peut-être que le bonus est déjà présent, comme quoi, après, vous pourrez directement passer sur le bonus et vous faire vraiment un binge-watching techno de la mort de la semaine. Voilà. La cerise sur l'épisode. La cerise sur l'épisode de la semaine. Voilà. Les commentaires sont aussi les bienvenus, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Tiens, juste un petit truc au passage. On est passé par le 1er avril il n'y a pas tellement longtemps, et pour la blague, je m'étais dit, tiens, dans notre veille technologique, je vais glisser un article, un poisson d'avril, que je trouvais pas trop gnangnan, parce que bien souvent, les poissons d'avril, c'est pas très très élaboré. Et là, je le trouvais plutôt rigolo. C'était l'histoire d'une mini-centrale nucléaire à installer chez soi. C'était rigolo. Enfin, l'illustration me faisait rire parce que l'illustration faisait quand même un peu peur. C'était une vieille cuve à mazout trouillée avec un logo radioactif dessus. Donc ça mettait déjà un petit peu la puce à l'oreille. Mais l'idée en elle-même était pas mal. Bon, évidemment, quand on vous dit que pour la recharger tous les 16 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, il fallait évacuer pendant un week-end vous et les voisins. Par exemple. Bon, voilà, c'était... Alors, ce qui est rigolo, c'est que sur Twitter, vous savez, le réseau d'Elon, qui a changé de logo récemment, personne n'a réagi. C'est passé comme une lettre à la poste, voilà. Par contre, sur Mastodon, j'ai eu au moins deux remarques de gens qui ont trouvé ça très drôle, etc. Comme quoi, l'esprit critique a changé de camp, et plutôt du côté du Mastodon que de Twitter, où finalement, les gens gobent tout ce qu'on leur dit, et ça passe comme ça. Ce réseau est presque mort, j'ai l'impression. Donc, retrouvez-nous sur les autres réseaux, dont Mastodon, ou Telegram. On est aussi sur Telegram. Donc, vous pouvez également suivre notre veille technologique par ces canaux-là. Voilà, j'ai tout dit. On peut passer à la première lettre où est passé mon bouton ? À la première lettre de notre abécédaire, puisque cette revue de presse s'articule autour d'un abécédaire qui commence par la lettre A. Comme Amazon, Sébastien. Amazon ouvre son réseau Sidework. De quoi s'agit-il ? Tu vas tout nous expliquer. Alors, j'ai pas l'habitude de parler d'Amazon dans ce podcast pour des tas de raisons. Mais là, il y avait personne qui avait relevé la news et tout. Et moi, je trouve ça intéressant, techniquement intéressant, même si c'est pas encore disponible en Europe. Donc, Sidewalk, c'est un réseau pour les objets connectés qui utilise comme relais de connexion à Internet des appareils vendus par Amazon. Donc, je vais vous expliquer ça. Vous avez un Echo Dot, un Echo, vous savez, les appareils qui donnent accès à l'assistant vocal d'Amazon. Je ne vais pas dire son nom parce que sinon il va se réveiller derrière moi. Ces appareils peuvent agir comme un bridge, comme un relais vers d'autres protocoles radio, notamment le LoRa et le Bluetooth Low Energy. Bluetooth Low Energy pour des distances courtes et LoRa pour des distances assez longues, plusieurs centaines de mètres aussi. Et donc l'idée, c'est si on est à portée d'un appareil qui lui est connecté au réseau, ben les appareils connectés qui utilisent ce réseau Sidewalk peuvent accéder et prendre un tout petit peu de votre bande passante réseau pour se connecter à Internet. Un des exemples qui était donné pendant la conférence de presse, c'est un fabricant veut sortir un thermomètre connecté pour mesurer la température de la viande sur le barbecue qui est au fond du jardin. Ben, au fond du jardin, vous captez pas le Wi-Fi. En revanche, dans une chambre, vous avez peut-être un Amazon Echo et donc le thermomètre connecté peut se connecter en LoRa sur l'Echo
qui lui va se reconnecter à Internet. C'est conçu pour les appareils IoT, donc les appareils connectés, donc c'est de la petite communication. On va pas regarder des vidéos 4K sur Netflix avec ce genre de protocoles. Donc ce sont des petits paquets, des petits payloads qui prennent un peu de bande passante, mais non seulement de la bande passante des appareils Echo que j'ai chez moi, mais n'importe où, si je me balade en rue, etc., et que je suis à proximité de quelqu'un qui a un Echo Show ou une sonnette Ring, par exemple, ça peut se connecter aussi. Donc c'est un réseau maillé fait de tous les appareils déjà vendus par Amazon, ce qui est assez malin. Apple avait fait la même chose avec les AirTags, on s'en souvient, on en a beaucoup parlé dans le podcast ici, les technos, puisque ce sont les iPhones et les iPads connectés qui servent de relais pour les AirTags. Et ben là, c'est la même idée, mais avec les machines Amazon. Alors malheureusement, c'est disponible qu'aux États-Unis au début. En tout cas pour le moment, ils ont publié une carte de couverture qui est assez impressionnante, et sur l'article de The Verge que j'ai mis dans les notes du podcast, enfin que Marc a mis dans les notes du podcast, vous aurez le test de quelqu'un qui a commandé un kit de développement. C'est un petit boîtier gris qu'on peut recevoir en tant que développeur et qu'on peut tester pour voir quelle est la force du signal qu'on reçoit. Et il disait en Caroline du Nord, aucun souci, il peut se balader dans la rue. Donc les cas d'utilisation, c'est quoi? C'est du tracking de paquets, c'est du tracking de parcelles, les paquets de livraison, du tracking d'animaux par exemple. Ce sont des objets connectés divers et variés. Au début, l'historique de ce truc-là, c'est que ça a été créé pour les sonnettes Ring, parce que les sonnettes Ring, elles sont connectées, mais souvent, enfin par définition, c'est une sonnette, donc ça se met à l'extérieur. Et donc à l'extérieur, il faut passer des murs, etc. On n'a pas toujours une bonne connectivité Wi-Fi, et donc ça avait été développé par les sonnettes Ring pour essayer de se raccrocher à un autre appareil avec un autre protocole qui passe mieux à travers les murs. Exactement. Oui, ça peut être aussi au bout de l'allée du garage, hein, la sonnette, aussi, on peut la mettre à l'entrée du jardin. Et donc pour pouvoir se raccrocher à Internet et quand même recevoir des notifications quand quelqu'un passe devant la caméra ou sonne sur la porte, etc. Et puis ils ont vu que ça marchait bien, ils se sont dit pourquoi on n'en ferait pas un réseau. J'ai pas trouvé d'infos tarification, c'est en preview pour le moment, c'est gratuit. Après je suppose qu'il y aura peut-être, enfin je sais pas si planifie de mettre ça en Europe également, ça pourrait être intéressant. L'autre chose qui était intéressante, et c'est la dernière et je terminerai par ça, au début quand ils ont annoncé cette technologie, elle était active par défaut sur tous les appareils Echo vendus, et là ça a fait un tollé évidemment, ils ont dû faire une machine arrière, maintenant c'est un opt-in, donc ça vient préinstallé mais désactivé sur les appareils, et c'est le propriétaire qui doit consciemment décider de l'activer. Moi, je trouve ça plutôt pas mal de laisser le choix, effectivement, aux propriétaires. On l'a payé, cet appareil, hein, donc c'est à nous à décider ce qu'on veut en faire. Elle est marrante, la carte des États-Unis, parce que c'est plutôt l'Est des États-Unis qui est... Ou alors peut-être que c'est là où il y a une densité de population plus importante que c'est plus bleu. Je connais pas bien la démographie de tout l'espace américain, mais c'est assez particulier. Si on regarde la côte ouest, c'est les gros îlots de population, San Francisco, Los Angeles, San Diego. Oui, c'est ça, après c'est un peu distant, et puis évidemment toute la côte est, et puis au-dessus c'est ce qu'on appelle en anglais les flyover states, les états où on vole au-dessus, quand on va de New York à Los Angeles à New York, mais où personne ne s'arrête. Et il y a moins. Non, je suis désolé pour les gens qui habitent là-bas, si vous nous écoutez, pardonnez-moi, c'était pour la blague. Et qui du coup n'ont pas de sonnette. Mais il y a une densité de population beaucoup moins forte évidemment parce qu'on passe pas devant chez eux, donc on n'a pas besoin de sonnette, donc ils n'ont pas besoin de sonnette. Voilà. C'est les gens du Montana. on vous salue. Je sais pas ce qu'en pense Aurélien de cette solution IoT à grande échelle. On peut plus perdre son chat. Pour tracer le chat, c'est ça. Ouais. Mm-hmm. Non, mais ça me fait un peu penser aussi à... vous savez, maintenant, sur les box Internet, notamment en France, lorsque vous recevez votre box, vous savez qu'il y a deux réseaux Wi-Fi, un réseau qui est votre réseau privé, puis vous faites hotspot pour tout le monde. C'est ça, ceux qui ont... Voilà, donc c'est un peu le même principe, avec cette notion de portée en plus qu'on et qui est... Enfin, je sais pas si c'est le cas chez vous, en Belgique, chez Proximus, en l'occurrence, ce canal invité, entre guillemets, hotspot, est ouvert d'office, par contre. Il est ouvert par défaut. Il est ouvert par défaut. A priori, ça ne te consomme pas ta bande
passante qui t'est dédiée. Non, ils utilisent des VLAN séparés, donc des réseaux virtuels séparés. C'est comme les images télé, ça consomme pas ta bande passante Internet. Donc voilà, mais tu peux aussi faire le choix de dire non, j'ai pas envie de partager, etc., pour plein de raisons qui vous regardent. Donc voilà. Moi, je trouve ça pas mal comme idée. Et donc, tu voulais parler d'Alexa. Je sais que dans son bureau, il nous écoute sur haut-parleur. J'ai diminué le volume. Non, ça va. J'étais prêt à essayer de la déclencher. Mais non, ça n'a pas marché. Allez, on est toujours à la lettre A, mais cette fois comme... ça c'est bien trouvé. Ouh là là, c'est comme appareil, Aurélien, avec deux sorties, c'est l'occasion de glisser deux sujets en un, deux appareils en un, en quelque sorte, mais qui sont liés étroitement avec le monde du vlogging. C'est ça. Oui, ouais. Tout à fait. En fait, donc il y a eu deux annonces récemment. L'un concerne la marque américaine Rode, que beaucoup de gens qui est australienne, je pense. Qui est australienne, pardon. Australienne, Rode. Je pense. J'ai peur de dire une bêtise. Là, je vais chercher. Continue à parler, je vais chercher. D'accord. Donc, qui avait sorti un produit qui était très connu de tous les gens qui font des interviews, qui font de la vidéo dehors en nomade, qui est le fameux Wireless Go. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est deux petits boîtiers qui font, je sais pas, 3 cm par 3 cm par 1 à peu près. Et qui vous permet d'avoir une sorte de micro-cravate sans fil que vous pincez après votre col et qui vous permet donc d'avoir un micro que vous mettez sur la personne que vous voulez interviewer, et puis l'autre partie, la partie récepteur, que vous accrochez à la griffe de votre appareil photo avec une entrée que vous remettez à votre appareil photo. Ça vous permet d'avoir une prise de son assez intéressante. Et donc ils avaient sorti le Go 2, et donc ils viennent de sortir le Wireless ME, et donc qui est on va dire une évolution du Wireless Go, dans lequel ils ont enlevé un certain nombre de choses. Alors, il faut savoir que le Wireless Go, il permettait d'enregistrer en interne le son, donc vous pouviez récupérer a posteriori le son qui était enregistré dessus et le retraiter. Vous aviez des boutons d'appairage, ils n'existent plus. Le Wireless ME donc n'a pas cette fonctionnalité d'appairage. D'appairage. On peut s'appairer mais sans les boutons, et il n'enregistre pas en interne, pardon. D'accord. Par contre, chose très intéressante, il a une fonction qui vous permet de ne pas régler le gain. C'est-à-dire que vous avez une fonction vous avez une fonction d'auto-level, merci. Qui peut être soit fixe, soit dynamique. Donc c'est-à-dire que même si le micro bouge par rapport à la position de votre bouche, ça pose pas de problème. Il va moyenner et niveler pour que ce qui soit en sortie soit toujours à la même amplitude. Donc si vous avez moins de chances de perdre vos enregistrements. C'est vraiment dédié pour l'utilisation sur appareil photo ou sur smartphone, puisque il y a, comme le soulignait Marc, il y a une compatibilité totale avec tout l'environnement iPhone et la prise Lighting, donc il n'y a pas de connecteur en plus et tout ça. Et il coûte un poil moins cher, puisque le Wireless Go de mémoire c'était entre 200 et 300 euros, et là on est plutôt vers 170-180 euros. Alors, petite précision, le Wireless Go qui enregistrait, qui avait une mémoire interne, c'était la version 2 déjà, qui était un peu plus cher que la version 1, qui était sortie quelques années plus tard, qui est toujours au catalogue d'ailleurs. Et voilà, c'est juste une petite précision au passage. Ce que je trouve un tout petit peu dommage, mais bon, ça explique le prix qui est plus bas également, c'est que l'avenir de l'enregistrement de ce type-là va aussi de plus en plus vers ce qu'on appelle le 24 bits virgule flottante, qui fait que vous n'avez plus besoin, vous êtes moins embêté par les problèmes de niveau et des choses comme ça, puisque vous avez quelque chose qui a un rapport signal-bruit qui défie toute concurrence et qui permet après, a posteriori, de mettre au bon niveau. Mais voilà, c'est un petit accessoire pour les vidéastes amateurs qui utilisent beaucoup le smartphone, qui est plutôt pas mal, faut le reconnaître. Pratique. Ouais, et puis, deuxième chose, vous pouvez appairer des Wireless ME avec des Wireless Go. Donc ça, c'est si vous en avez déjà et que vous voulez, ça c'est cool. Et
dernière chose, c'est que sur le wireless ME, vous avez un micro sur l'émetteur et un micro sur le récepteur. Ce qui fait que si vous voulez filmer et en même temps poser des questions, vous pouvez, c'est assez pratique. Ça va. Vous pouvez en apairer deux. Ça, c'est la première news. La deuxième news. Juste un truc, je confirme, Rode est bien australien. Donc, le siège est à Sydney. Voilà. Très bien. Deuxième sortie de la semaine, c'est sur les appareils de vlogging. Alors, vous savez qu'il y avait un appareil que notre ami Thierry, chroniqueur, aime bien, qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle le Sony ZV-1, qui était tout petit, compact. Un appareil photo pour le vlogging, oui. Qui était dédié au vlogging, puisqu'il y a, on pouvait s'en servir comme webcam, on peut enregistrer en vidéo, il y a une prise de son dessus qui est correcte. C'était des appareils qui coûtaient quelques centaines d'euros. Et depuis la sortie de ce ZV-1, Sony a sorti d'autres évolutions, le ZV-1 E10 et cette semaine, ils viennent de sortir le ZV-1, qui est donc un boîtier dédié au vlogging, mais E1. ZV-1 E1. J'ai dit. Non, ZV-E1. C'est le ZV-E1. Je savais que j'allais me planter parce qu'il y a le ZV-1 E10, le ZV-E1. Voilà, je parle du ZV-E1, soyons bien clairs, qui est un boîtier, donc au sens boîtier plein format, à objectif interchangeable, puisque c'est en monture type Sony, et qui est donc dédié au vlogging, puisqu'il a le fameux micro des appareils de vlogging dont je viens de parler avant intégré. Il n'est pas très grand, et un petit boîtier, 483 grammes. Le fameux micro 3 capsules, il a qui prend le son dans toutes les directions. Il n'a pas de ventilateur, il a un système de dissipation passif. Alors ces capteurs-là, ça chauffe, donc il y a certaines limitations. On peut pas filmer des heures et des heures avec. Mais si vous êtes à la recherche d'un appareil un peu haut de gamme, parce que là on parlait de quelques centaines d'euros pour le ZV-1. Le ZV-E1, le boîtier avec son objectif, on est autour de 2500 euros. Donc voilà. Sans l'objectif, nu. C'est 2500 euros nu. C'est plutôt plus proche de 3000 avec un objectif de kit. Oui. Voilà. Donc, en tous les cas, ils cherchent à se démarquer sur ce segment-là, nos amis de chez Sony. Ils sont partis par le bas de bas de moyenne gamme et puis ils montent. Je trouve que c'est intéressant. Et puis après, voilà, c'est un appareil certes qui est dédié à la vidéo, mais ça reste, à mon avis, aussi un très bon appareil photo. Faire des photos si vous voulez faire des photos. Moi, je trouve, je vais peut-être d'abord passer la parole à Sébastien qui éventuellement peut comparer avec ce qu'il a lui, mais on n'est pas sur du plein format. Tu as un Canon, toi, R7, donc c'est pas vraiment comparable. Mais quelle est ton opinion là-dessus? Et puis je rajouterai ma petite couche après. Parce que une petite couche à Sur l'appareil photo, je suis pas surpris par le prix. C'est à peu près le prix qu'il faut donner pour un appareil convenable. Un plat format. Quand on dit plat format, ça veut dire qu'on est sur un capteur qui fait ce qu'on appelle 24-36 en gros, et donc tout est plus cher, puisqu'il faut des meilleurs objectifs pour pas qu'il y ait un problème de vignettage et des choses du genre. Il y a ça, mais l'avantage aussi, c'est que ça prend mieux la lumière, etc. Parce que le capteur est plus grand. Il est plus grand, il y a plus de. Moi, j'étais parti chez Canon parce que j'ai un historique de lentilles et d'objectifs Canon que je veux jeter. Alors, je suppose que sur le Sony, il y a peut-être moyen de mettre des bagues, d'adapteurs, etc. Bon, enfin voilà. Ouais, j'ai pas trop envie de jouer avec ça. Et sur un plat format, c'est dangereux en plus. Donc. Mais c'est marrant. Oui, c'est marrant de voir que tous les fabricants partent dans ces appareils spécialisés pour le vlogging et ils ne visent plus nécessairement le photographe amateur ou éclairé. Et là, clairement, on vise pas le photographe, parce que c'est pas fait pour faire des photos. Ce sont des caméras vidéo, et des caméras vidéo pour être faites en ligne. Et donc, il y avait un vrai shift de la part des fabricants. On voit ça chez Canon, chez Sony et chez Panasonic aussi et d'autres. Et sur les Rode, je voulais revenir aussi sur un truc que j'adore sur ces petits appareils. Non seulement ils sont tout petits,
aussi, mais en plus ils peuvent se clipser sur la partie flash de ton appareil photo, justement. Une donc petite tu peux griffe, mettre ton récepteur là-bas connecté et puis toi être loin devant. Ça aussi c'est très bien adapté au vlogging. Ce qui justifie le prix aussi du Sony dont on parle, du ZV-E1, c'est le fait que il a le meilleur des deux mondes quand on compare avec les autres pleins formats de Sony, à savoir l'Alpha 7S 3 en l'occurrence et l'Alpha 7R5, puisque de l'un il prend le capteur CMOS 12 mégapixels et de l'autre il prend la plus intelligence artificielle qui a donc les fonctions d'autofocus, le Beyond XR, et donc ça justifie aussi le prix du bébé. Et en plus, si vous êtes déjà équipé en Sony Alpha 7 et en tout cas avec des objectifs à monture vous n'avez pas besoin de renouveler votre parc récupérer les objectifs. C'est toujours Zeiss qui travaille avec Sony, ou Sony travaille avec ils ont du Zeiss, entre autres, je pense, oui. Donc voilà, c'est moi je trouve ça. Voilà, c'est un mélange de ZV, de vlog, d'appareils. Oui, c'est tentant parce que même ça titille quand même, ça pique au niveau du prix, mais comme c'est un peu une espèce de couteau suisse à vie personnelle, dans le sens où c'est un petit appareil un peu compact. Évidemment, si vous mettez un téléobjectif dessus, il sera beaucoup moins compact. Faut être très clair. Et l'objectif pèsera même plus lourd que l'appareil, je pense. J'en suis même sûr. Et puis la compacité, la légèreté, etc., plus ce que je viens de dire à propos du capteur et de la puce IA. Donc voilà, ça s'adresse pas à tout le monde, comme le disait notre spécialiste photo dans l'équipe Benoît. Ça s'adresse vraiment à des gens qui ont un pouvoir d'achat, qui ont déjà réussi sur YouTube sans doute. Et donc il faut évoluer avec ce public-là, puisque aujourd'hui c'est vrai que pour commencer, pour débuter, un bon smartphone avec un bon capteur et de l'imagination et un peu de lumière, vous arrivez à faire des miracles aussi, et que avant d'arriver là, c'est un cadeau à se faire pour je sais pas, quand vous aurez 40 ans. Ou 1 million de followers. Ou 1 million de followers. Est-ce qu'on a tout dit, Aurélien? Je pense. Hein. Oui, moi j'ai tout dit. Il a tout dit, on peut passer à autre chose alors. On peut passer à... C'est comme conduite. Mais on est dans la conduite. Conduite Seb. C'est drôle. Oui, c'est ça. Quand la conduite autonome doit être plus agressive, c'est vrai que je trouve que les voitures autonomes ne font pas assez de dégâts sur la route. Exactement. Mais voilà. Non, mais on s'est déjà tous retrouvés, en tout cas si vous conduisez, vous êtes déjà tous retrouvés à l'entrée d'un rond-point, ou si vous attendez gentiment votre passage, vous allez attendre pendant 3 jours, rond-point de l'Étoile, jusqu'à la nuit. Si tu attends, tu rentreras. Forcer un peu le passage, quoi. Il faut pousser, il faut rentrer dedans. Ouais. Et c'est bien le problème des voitures complètement autonomes aujourd'hui, celles qui sont testées, c'est qu'elles respectent la loi à la lettre et qu'elles sont prudentes, évidemment. Et tant mieux, je veux pas autre chose, mais ça peut provoquer des soucis de circulation, d'embouteillage encore plus grands que les embouteillages que nous avons. Ça manque d'audace, quoi, en fait. Exactement. Ça manque de punch parfois et un peu d'audace. Humain, et puis il y a toute une cérémonie de communication non verbale aussi, où on voit le regard de l'automobiliste qui arrive, on sait qu'on pourra passer, où il y a un petit geste, un mouvement de tête. On l'entend crier des insanités. Et crier des insanités derrière. Mais non, mais je veux dire, parfois simplement en voyant la tête du mec qui arrive et où il fait un petit mouvement de tête, on sait qu'il nous laisse passer, etc. Une voiture autonome ne peut pas faire ça. Et donc on se demande si on peut pousser un peu l'agressivité, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais enfin pousser un peu la nervosité des systèmes de conduite, et surtout comment l'humain va le recevoir. Et donc il y a des laboratoires qui font des études aujourd'hui, non pas sur la voiture, mais sur l'humain, pour comprendre quel est le niveau de patience qu'on a vis-à-vis d'une voiture qui n'est pas assez agressive, à partir de quand on va s'énerver sur son siège en disant bon, allez, vas-y, passe, quoi, vas-y bébé, je reprends les commandes, etc. Et inversement, quel est le niveau de stress qu'on est prêt à accepter si jamais la voiture fait des mouvements qu'on aurait peut-être fait en conduisant nous-mêmes, mais qu'elle le décide tout seul. Il y a un troisième paramètre, c'est le stress aussi peut-être de celui qui est dans le rond-point et qui voit une voiture déboulée sans conducteur avancer dans le rond-point et qui se dit « Oula, je vais peut-être pas m'y frotter, il m'a pas vu. » C'est possible.
Et donc, il y a une étude qui est sortie cette semaine, qui a été présentée à Paris, à la Cité de la Science, dans un colloque sur les sciences cognitives, donc humaines, autour de la conduite autonome. J'ai essayé de chercher plusieurs sources, mais elles ramenaient toutes au même article. Apparemment, il n'y a eu qu'un seul article presse dans Science et Avenir qui parlait de ça. Toutes les autres sources que j'ai trouvées sur Internet repointaient sur cela, où ce labo fait des études avec des gens pour mesurer leur niveau de stress. Donc, ils les mettent dans des conditions de circulation en réalité virtuelle, évidemment. Puis ils mesurent le niveau de stress, soit si la conduite n'est pas assez agressive, soit si la conduite est trop agressive. Je trouvais le sujet intéressant, un sujet de recherche annexe au sujet pure conduite autonome, qui lie la fluidité du trafic avec la résistance cognitive humaine face à un système qui est pas assez nerveux ou trop nerveux, justement. Ce qui prouve qu'il y a encore plein de choses à faire en matière de conduite autonome. Oui. Bah, quand on voit certaines villes aussi, parce que bon, tout n'est pas bien rangé comme aux États-Unis où tu as des villes qui sont quadrillées par des rues et des avenues. Aller à Bruxelles ou dans des villes, enfin de chez nous, européennes. En Asie, et en particulier des villes anciennes où le trafic a dû s'adapter aussi à la configuration des lieux et donc avec des voies, avec des contresens, des machins, des priorités et autres. Pas simple, quoi. C'est voilà, je trouve pas. Enfin, je sais pas si on y arrivera un jour, très honnêtement. Et puis ça me permet de faire un petit segue aussi, une petite transition aussi sur une série un peu futuriste, dystopique, comme on dit maintenant, que j'ai regardé la semaine passée, parce que j'ai fait beaucoup d'avions, donc j'ai eu le temps de regarder plein de choses en avion. C'est une série sur Amazon Prime qui s'appelle Upload, où en gros le pitch c'est qu'après sa mort, on peut avoir tous ses souvenirs et sa personnalité qui est uploadée et on continue à vivre dans une réalité virtuelle, pour autant que la famille continue à payer tout ce qu'on fait là-haut, évidemment. Là-haut, façon de parler. Là-dedans. Là-dedans. Et il y a une espèce d'histoire dans l'histoire sur les voitures autonomes. On voit des voitures en forme de bulle, où on peut se mettre face à face, les deux sièges se mettent face à face et on parle pendant que la voiture pilote. Et puis, enfin, il y a des options pour privilégier l'humain dans la voiture ou privilégier l'humain à l'extérieur de la voiture en matière de sécurité. Je trouvais ça intéressant comme discussion. Tu as enfin pu regarder. Depuis le temps que j'en ai parlé il y a longtemps. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle de cette série. Et tu l'as enfin regardé, ça me fait plaisir. Ouais. D'un coup, 2 saisons, pop. Ah bah oui, bah ça, écoute. Pour te dire, j'ai fait beaucoup d'avions. C'est les petits épisodes, hein, c'est des 20 oui, c'est 30 minutes, fois, donc, ça va assez vite, mais j'aimais bien la partie, tout ce qui est vision du futur proche, pas nécessairement l'histoire principale, mais tous les à côté sur la technologie. Oui, mais en même temps, le métavers tel qu'il est décrit était assez intéressant aussi, où les oiseaux dans le ciel sont en fait des gifs animés parce que sinon ça prend trop de place. Et de temps en temps, il y a des glitches dans l'eau parce que voilà, il y a des problèmes de compression parce que l'eau c'est difficile à reproduire. Bah, bref, voilà, petite digression par rapport au sujet. Je ne sais pas ce qu'en pense Aurélien. On va pas trop traîner sur ce sujet parce qu'on a encore plein et je vois l'heure qui tourne. Ouais. Est-ce que tu as un truc à rajouter, Aurélien? Ils auraient pu juste prendre certains taxis parisiens. Pour tester. Pour tester. Il y en a qui font bien machine monter le stress. Hein. Ouais. Faire du machine learning avec les taxis parisiens, c'est pas une mauvaise idée. Ou à Rome alors, peut-être. C'est un peu hard aussi. La lettre H comme... alors on va faire du local là sur le coup. Hangar Y, Aurélien, c'est une idée de sortie scientifique, culture et nature que tu nous proposes cette semaine. Merci. Non, mais c'est important, il faut sortir aussi. On peut pas bosser tout le temps. Et se cultiver. Voilà. Oui, j'ai appris la réouverture d'un lieu qui s'appelle le Hangar Y à Meudon. Alors, je connaissais pas. C'est un hangar qui a été... C'est beau. Oui, déjà c'est beau. Ça a été réhabilité. Et ça a été fermé pendant 50 ans et ça vient d'être réhabilité avec des mécènes privés qui ont investi 25 millions d'euros là-dedans. Alors, pour la petite histoire, ça a été fait à partir de bâtiments de l'exposition universelle. Et donc, il a été construit en 1884 avec des bouts de bâtiments de l'exposition universelle. Du palais, oui, c'est ça, oui. Et qui n'était pas à Meudon. C'était parce que l'expo universelle de Meudon, j'ai pas de souvenir de ça. Non. Et c'était pas récemment, non. C'était en 1879. Et donc ils ont commencé à faire des expérimentations scientifiques là-dedans. Et sachez qu'en 1884, dans ce bâtiment, il y a eu le premier vol mondial d'un dirigeable
en circuit fermé. Alors ils disent en circuit fermé, ça veut dire en fait il était arrimé au sol. Ouais. Voilà. Et après-guerre, captif. Après-guerre, ça a été le musée de l'air et de l'espace qui était installé dans ces bâtiments-là. Et puis ça a été au fur et à mesure abandonné. Ça a été les réserves du musée pendant un moment. Puis ça a été abandonné. Et donc là, ils l'ont réouvert le 23 mars dernier. Et vu l'histoire du lieu, ils vont faire des expos temporaires sur la technique, donc la science, la culture et la nature. Et la première exposition, c'est dans l'air, dans L''air. Oui. Ils exposent des œuvres du monde entier en lien avec l'aviation, l'évolution de l'homme et de la nature dans l'air au-dessus de la Terre. Okay. Notamment, il y a une œuvre qui m'a intéressé, qui était c'est une vidéo en fait d'un aigle royal qui vole dans la nature, en pleine nature, qui est filmé. Et qui se retrouve nez à nez avec un drone, et le film interroge le spectateur sur est-ce que l'aigle qui est un élément de la nature vient défendre son territoire face à l'invasion technologique des hommes. Je trouve ça, il y a plein de choses, il y a des sculptures dans le parc, il y a plein de choses. Si vous êtes en banlieue parisienne et que vous voulez aller voir ça, c'est pas très loin, c'est pas très cher, c'est intéressant. Et d'ailleurs, ça m'a permis parce que j'ai refouillé un peu le net sur ce sujet-là, et j'ai découvert, je savais pas du tout, que l'armée française, les militaires français, pour les fameuses attaques par drone, ont une fauconnerie et élèvent des faucons pour intercepter les drones. Et j'ai vu des vidéos assez impressionnantes de faucons qui sont dressés à aller qui sont dressés, qui peuvent choper des drones jusqu'à 4 kilos quand même. En tous les cas, les personnes de l'armée disent que c'est le moyen le plus agile, le plus rapide, le plus efficace. Comme quoi, la nature, encore des choses à nous apprendre. Voilà. Comme quoi, oui. Et donc, voilà. Voilà. Allez vous balader. Allez à Meudon. On ne connaît pas assez bien Meudon. Et puis en plus, voilà, c'est une promenade scientifique, culturelle, presque poétique, j'ai l'impression aussi. Il y a un peu de ça. Je suis sûr que ça va intéresser notre ami qui passe déjà sa vie dans les transports publics, avions, trains et autres. Sébastien qui ira à Meudon dès que l'enregistrement sera terminé. Dès que possible. Ça ferme à 20h, je tiens à le préciser. Dès qu'il y a un vol Lille-Meudon. Donc voilà, dès qu'il y a un vol Lille-Meudon, il n'y a aucun souci. On va accélérer un peu parce que je vois que 32 minutes de podcast déjà, et on a fait 3 sujets, tout va bien. Il y en a 9 au total, cette semaine je vous préviens les gars. Et il y a un W comme un oui mais non aussi qui arrive en fin d'épisode. Donc on a la lettre L comme Lyon, pas le gros chat, mais la ville. Aurélien, c'est de nouveau toi, décidément tu fais dans le... Tu fais dans le franco-français local. Guide touristique. Après Meudon, allez à Lyon. Quand un incubateur se transforme en société à impact, dis-nous tout. Oui. Alors, Lyon, c'est la cochonaille, les guignols. Les bouchons, lyonnais. Le bouchon lyonnais, j'en connais des très bien. Mais bon, bref. On en reparle. Donc, il y a à Lyon, il y a un incubateur qui s'appelle l'incubateur H7 et qui a fait un petit article cette semaine pour dire qu'ils avaient signé avec une association qui s'appelle Mouvement Impact France de manière à ce que en fait les startups qui sont incubées là-bas et qui se développent là-bas dans cet incubateur ne pensent pas croissance à tout prix et cherche une croissance dans le bien des autres et de avec une certaine éthique, quoi. Oui, c'est ça. Avec une certaine éthique. Donc, si vous allez à l'incubateur en question, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de clim. Le ménage est fait avec des machins qui respectent l'environnement, les poubelles sont triées, tout ça. Et
les startups ont des formations et doivent respecter certaines règles pour que leur croissance se fasse de manière éthique et de manière en cohérence avec les sociétés qui réfléchissent à leur impact. Voilà. Je trouvais que c'était intéressant. On entend. Enfin, moi, c'est symbolique, évidemment, parce que oui. c'est pas ça qui va changer la face du monde. On est tous d'accord avec ça, mais c'est fort en symbole, quoi. C'est ça l'idée. Oui, et je reçois, moi, de par je reçois des news toutes les semaines de telle société a levé tant de millions, tant de machins. Oui. Et je trouve que c'est toujours un peu la course à l'échalote. Alors je sais pas, cette annonce, c'est une annonce. Je sais pas quels sont les vrais faits, ce qu'il y a derrière l'article. Mais en tous les cas, je trouve que si c'est une tendance, j'applaudis de main et je voudrais que tous les gens qui lancent des projets innovants, qui lancent des startups, qui veulent pensent à ça, pensent à ça et voilà. Vous lirez d'ailleurs, il parle d'un projet Zero to One dans le numérique. Qui les forme à cette démarche et voilà, ils doivent prendre en compte. Oui, parce que c'est pas inné, quoi. Il faut à un moment donné, si vous avez envie de faire quelque chose de bien tout en entreprenant, bah il faut se former aussi un minimum pour avoir les bons réflexes, pour avoir le bon plan, peut-être avoir un canevas de choses auxquelles il faut penser sans se mettre un boulet au pied non plus, mais que ce soit parce que c'est pas naturel, quoi. Enfin, en l'occurrence c'est pour la nature, mais c'est pas quelque chose qu'on y va spontanément parce que voilà, on peut penser à oublier un détail un peu idiot comme la machine à café, est-ce qu'il y a des gobelets automatiques, des gobelets en plastique ou pas, en carton ou pas, et voilà, c'est peut-être mieux de commander des mugs pour tout le monde que d'avoir des enfin, j'ai n'importe quoi, mais des trucs comme ça auxquels voilà, c'est bien d'avoir des méthodes, quoi. Même le choix des fournisseurs, enfin aujourd'hui il y a une grosse on cherche à réindustrialiser de plus en plus les productions en Europe, voire en France. Ben, tout ça, ça a des coûts carbone qui sont pas neutres, donc c'est peut-être 10% plus cher en France, j'en sais rien, je dis des ordres de grandeur, mais il faut voir que derrière, il y aura moins de transport, il y aura moins d'avions, il y aura moins de machins. Voilà. Et pour ceux qui sont dubitatifs, je dirais, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal non plus. Ouais. Voilà, je sais pas ce qu'en pense Sébastien, vite fait, rien de bon. Il faut accompagner. Je connais beaucoup de gens dans la tech qui veulent se lancer dans leur startup, mais être bon en tech, ça suffit pas. Il faut un accompagnement, il faut apprendre des techniques de gestion, il faut plein de choses. Et ça, on fait beaucoup de réseautage pour réussir, et il faut en essayer 10 avant d'en avoir une qui marche un peu. Ouais. Donc voilà, au plus il y a de structures pour accompagner, au mieux c'est. Oui, c'est ça. Et penser à ces détails-là, ça fait partie du schéma. Et puis peut-être qu'à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des choses à faire dans le domaine, et que c'est peut-être une idée de pivot, déjà de pivot à un moment donné dans votre démarche entrepreneuriale. C'est toujours intéressant à suivre. Tu voulais conclure un truc, Aurélien, ou pas? On peut passer à la suite? Non, on y va. On y va. Ah non, c'est pourquoi c'est revenu sur A comme Amazon. Ça, c'est très très bizarre. C'est très embêtant par la même occasion, parce que c'est la lettre M comme Motorola, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Quand le téléphone portable a 50 ans, Sébastien, c'est la séquence vieux con de cette semaine. Tadam! J'ai toujours pas mon jingle. Non, ça va venir. C'est Aurélien qui me l'a laissé cette semaine. Merci Aurélien. Le téléphone portable à 50 ans, ça c'est la nouvelle. Donc premier appel dans les rues de New York, depuis les rues de New York, Manhattan, en avril 1973. Donc il y a pile 50 ans. C'est un ingénieur de Motorola qui était à l'époque une petite société de la région de Chicago, qui a passé le premier coup de fil à un de ses collègues concurrents qui travaillait pour AT&T Bell Labs, qui eux essayaient de mettre au point un système équivalent depuis des années, et il lui a passé un appel un peu sournoisement disant: tu sais quoi, je t'appelle depuis la rue, là tout va bien. Alors il faut savoir qu'à l'époque c'était plus d'1 kilo, c'était $5,000, donc c'était pas vraiment ce qu'on appelle un portable aujourd'hui. J'étais en train de réfléchir, moi mon premier portable ça devait être je sais plus, entre 95 et 2000, entre 95 et 2000, fin de deuxième moitié des années 90. Ça c'est quand le portable est devenu accessible à peu près à tout le monde, qui avait un salaire, on pouvait se payer un portable. Donc ça fait quand même
plus de 20 ans, 25 ans. Donc il y a quand même eu un gap entre les deux. Et puis c'est pas si nouveau que ça, l'idée du téléphone mobile. Si vous regardez les films de Funès, Cornio, il y a du téléphone mobile dans sa voiture aussi. Oui. Mais ce qui a fait la différence, et c'est à ça que je voulais en venir, c'est le réseau cellulaire. Avant, il y avait une grande antenne qui émettait à très longue distance et qui était capable de supporter X fréquences, genre 10, 15, 20, peut-être 100 personnes connectées en même temps, mais pas plus. Parce que c'était une antenne et le nombre de canaux de communication est limité sur une antenne. Et donc l'idée des opérateurs, c'était de créer un réseau en cellules. Une cellule, c'est quoi? C'est toujours une antenne, mais avec une zone d'émission beaucoup plus faible, de manière à ce que quand on se déplace, on passe d'une cellule à l'autre. Et s'il y a des grands endroits de population, on met plus de cellules, un peu à la forme d'un nid d'abeille, et chaque cellule a une antenne, et chaque antenne peut supporter X canaux de communication, et donc X personnes connectées en même temps. Et donc c'est ça qui a fait vraiment la différence, de passer de ces réseaux longue portée à des réseaux courte portée, où le téléphone est capable de passer d'un émetteur à un autre, tout en gardant la communication, et donc d'améliorer la densité de la communication, enfin du nombre de personnes connectées à une antenne relais. Tout ça, c'est très bien expliqué dans un article de CNN avec une petite vidéo et tout, et des photos d'époque. Il y a des photos du monsieur qui s'appelle Martin Cooper, et puis je crois que ça a été repris dans un article en français également sur actu.fr avec des photos et un texte en français. Le monsieur, j'avais lu un article aussi que l'inventeur, en l'occurrence ce monsieur Martin Cooper, disait qu'il fallait se déconnecter un peu plus de le smartphone, le téléphone tel qu'il est devenu, qui est plus qu'un téléphone aujourd'hui. Ça le préoccupe quand même pas mal, parce qu'il n'a pas tout à fait tort. Hein, c'est préoccupant. Ces gens qui ne regardent plus où ils traversent. Voilà. Mais c'est plus le smartphone. Enfin, le smartphone est devenu un ordinateur de poche. Oui, c'est ça. On ne téléphone plus beaucoup. En tout cas, moi, je téléphone plus beaucoup avec mon smartphone. On ne se parle plus. Voilà. On s'envoie des messages écrits et on ne se parle plus. C'est ça qui est fou. Après, on viendra encore dire qu'on ne régresse pas. Mais si, c'est quelque part. Bientôt, on va avoir un appareil pour fabriquer un pigeon. Pour pouvoir l'envoyer, pour pouvoir envoyer un message. Pour envoyer un message. Quand on a plus de batterie. Et on n'a pas parlé de Bebop. Bebop, on n'a c'était pas parlé quoi du Bebop. Le Bebop, c'était un petit boîtier, c'est ça, qui recevait des messages, ou qui sonnait. C'est l'idée. Hein, non, c'était un vrai téléphone, mais c'était un vrai bizarre. On va en parler mieux que moi, Aurélien, parce que c'était en France, en Belgique, on a pas connu. Oui, c'est pour ça que avant, ça existe qu'en France. Je sais qu'il fallait être sous une antenne. Parce que donc c'était des pour moi un Bebop c'était des messages écrits. Il me semble. Oui. C'est des messages écrits. Par contre, il y avait Radiocom 2000, non? Ça vous parle ça? Non. C'était les téléphones, les premiers téléphones de voiture et tout ça qui étaient. Alors chez nous, ça s'appelait le mobilophone et c'était hertzien en fait. C'était pas digital, c'était pas les cellules comme nous l'a expliqué. Et ça coûtait très très cher. Quelqu'un qui avait ça dans sa voiture, c'était un ministre ou un banquier ou. Et c'était une petite valise, hein. C'était une petite valisette avec le cornet de téléphone au-dessus qu'on pouvait décrocher. Ouais. Donc, et bien souvent, c'était installé à demeure dans le véhicule. Avec un cordon, voilà. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça. On va pas tout dire maintenant parce que je pense que là, il va y avoir une série de séquences vieux cons autour des télécoms. On va vous reparler bientôt du CEMA Digit. On appelait ça comme ça aussi chez nous, les appareils qui vous disaient on donnait des numéros de téléphone aux gens et quand ils voulaient que tu les rappelles, ils t'appelaient et puis tu recevais un message et tu vois, c'est 1. Il fallait se rappeler que 1 c'était le bureau et il fallait rappeler le bureau et des choses comme ça. Voilà, Ou c'était des sons. Non, moi j'ai eu un truc sons. encore. Ou des sons. C'était Bibta, Titat, c'était un tel, Tititit, c'était un tel. Voilà, il fallait se rappeler, c'est complètement débile et ça n'a pas duré, heureusement d'ailleurs, parce que voilà. Passons à la suite. Ah, ça a marché. O comme Orange, Aurélien. Oui, encore parler téléphone. Il va falloir encore parler téléphone, oui, c'est ça. Mais aussi Electron. Fini les électrons chez Orange. Qu'est-ce que c'est que ce sujet? Eh ben, c'est le démontage des lignes cuivre, mon cher Marc. Non, mais ça a commencé. Fini la DSL. En France, les lignes cuivre, Orange, donc qui est propriétaire des lignes cuivre en France, France Télécom. a commencé. À l'origine.
France Télécom à l'origine, quoi. Oui, France Télécom à l'origine, Orange ensuite. Propriétaires des lignes cuivre, et donc ils vont commencer à enlever les lignes dans quelques communes, comme Provins dans le Nord, j'en ai relevé 2, Voisins le Bretonneux dans les Yvelines, pour que tout ça se finisse en 2030. Oui, c'est des communes très, très ciblées. Et ça pose des problèmes. Ça fait très grosse tête de Madame Belle-Père de Loche. Avez-vous encore la DSL? Non, mais tu rigoles, mais c'est surtout les personnes âgées. Parce qu'il y a encore 8% des gens qui sont en ADSL ou en cuivre pur et qui n'ont même pas d'abonnement Internet. Ouais. Et donc c'est soit des maisons de vacances, des personnes âgées, des entreprises qui ont encore des services. On parle souvent de c'est vrai. des trucs à billets là, des retraits de billets, des comment on appelle ça, des distributeurs de billets qui sont en COBOL, tout ça. Et il y a encore des lignes cuivre là-dessus. Ah oui, c'est ça, des machines dans le mur. Des systèmes d'alarme dans les entreprises, des ascenseurs, des systèmes d'alarme d'ascenseur ou de maintenance d'ascenseur, des téléphones analogiques dans certaines entreprises. Tout ça, ça existe encore. Ouais. Et le problème, c'est que à partir du moment où Orange enlève tout, ils enlèvent tout. Ils enlèvent les répartiteurs, ils enlèvent tout. Donc, pour les abonnés, ça coûte moins cher à Orange de leur donner une box 4G et ils se débrouillent avec ça. Mais pour certaines choses, certains appareils ou systèmes qui sont très vieux, qui sont difficilement maintenus, où il y a des problèmes de matériel qu'on peut pas trouver ou qu'on peut pas upgrader, ça pose des problèmes. Et les gens qui sont justement chez les opérateurs tierces type Free, type ces gens-là, les opérateurs tierces hurlent parce que du coup, il y a des endroits où il y a clairement pas beaucoup de solutions. Donc ça commence à faire un peu de tapage chez les opérateurs tierces et alors qu'Orange, ils veulent tout enlever, ils veulent enlever les répartiteurs, ils veulent tout enlever, tout passer en fibre. Donc voilà, d'ici 2030, il y aura plus de lignes cuivre, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des gens qui vont rester ou des services qui vont rester un peu sur le carreau. Il va falloir trouver des solutions techniques pour substituer à ces problèmes-là. C'est ça le problème de toute évolution technologique. On laisse toujours un petit peu des gens sur le bord de la route à un moment donné. Et le but, c'est de répondre à une demande. Enfin, quelque part, il faut avancer et tout en offrant des opportunités, des possibilités aux gens de garder certaines de leurs habitudes ou en tout cas de les faire migrer vers quelque chose de nouveau sans nécessairement les brutaliser ou quoi que ce soit et sans qu'ils soient perdants dans l'histoire. Donc, ça ne doit pas être évident. Voilà, je sais pas ce qu'en pense Seb de ce genre de truc. Ils vont se faire des coucougnettes en or parce que le cuivre, une fois qu'ils vont le récupérer, ils vont pouvoir en vendre des lingots. Donc, il y en a des kilomètres. Et il y en a des kilomètres. Donc voilà, s'ils le récupèrent ou est-ce qu'ils vont le récupèrent physiquement, tu crois? Ils vont rouvrir les trottoirs etc. Ou... Non, ils tirent les lignes. Enfin, ils tirent dans les goulottes. Ils tirent les câbles dans les goulottes. Ok, c'est vrai que c'est plus. Eux, oui, c'est mieux. Au prix du cuivre, ça vaut la peine. Oui, mais moi, il y a eu des époques où on laissait les câbles dans le sol et on s'en foutait et on remettait au-dessus et puis voilà quoi. C'est pour la petite histoire, puisque de toute façon je sens qu'on va dépasser à Bruxelles lors de l'intronisation du roi Baudouin, il y avait eu à l'époque je pense que c'était l'INR, peut-être déjà la RTB, pas sûr, qui avait câblé tout le parcours de la procession du souverain en cuivre pour faire la captation avec les caméras, les micros, etc., etc. Et ils ont tout laissé dans le sol. Donc ils ont tout été installé, ils ont tout laissé dedans. Et pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est quand est monté sur le trône le roi Albert II, eh bien ils se sont servis des mêmes câbles, mais pour faire les intercoms de la télévision et de la radio, qui étaient, parce qu'il y avait aussi 40 ans, ou même plus que ça, 60 ans, ou 55 ans, je sais plus, bref, pour faire voilà. Donc, c'est comme quoi, il y a quand même un esprit de recyclage en Belgique, mais
à longue échéance. c'est un peu particulier. C'est que quelqu'un avait les plans. Oui, en plus, il y avait les plans. Oui, j'ai eu accès à ça à l'époque. La lettre T, si je dis pas de bêtises, hein, c'était comme Twitter, Sébastien. Il se passe encore des choses du côté de Twitter. Cette semaine, on a remplacé le petit oiseau par une tête de chien. Mais c'est pas de ça dont on va parler. Non, mais c'est pas de ça que je veux parler. Je rentre pas dans ces débats-là. Non, on va pas rentrer là-dedans. C'est la musquerie, exactement. C'est pas de ça que je veux parler. On va parler de que ça soit une conséquence évidente. Ça soit une conséquence d'Elon Musk aussi, c'est qu'ils ont publié le code source de leur algorithme. Comme disent les journalistes, la presse, les algorithmes. L'algorithme, c'est quoi ? C'est simplement la recette de cuisine, le code qui fait qu'un tweet va être promotionné ou pas, va être mis en avant ou pas, ou qu'un utilisateur va être mis en avant ou pas. Et c'est vrai qu'on se demande souvent comment fait YouTube pour promotionner ses vidéos. On se pose la question toutes les semaines dans les technos. Comment ils font pour ne pas promotionner un excellent podcast comme le nôtre. Facebook, etc. Et là, c'est intéressant d'avoir le code source qui est effectivement publié. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'aller voir. J'ai pas eu le temps d'aller, parce qu'il y a j'étais sur le repo, il y a des milliers de fichiers, je m'en suis pas sorti. Mais il y a des gens qui ont plus de temps que moi, qui ont été regardés, qui ont fait une belle analyse. Et donc, on peut trouver, ci et là, sur Internet, des secrets de recettes de cuisine de Twitter. On apprend ainsi, toute une série de choses. La base, on pouvait s'en douter, hein. Chaque utilisateur a un poids, une valeur, une espèce d'indice de confiance Twitter, et cet indice monte ou descend en fonction du nombre de followers qu'on a, du nombre de personnes qu'on follow. Et c'est la même chose pour nos tweets. Il y a un indice qui est calculé, qui est entre 0 et 100, qui dit à Twitter si ce tweet doit être promotionné, doit être mis en avant dans les suggestions pour toi, selected for you, ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les critères et à quel poids ça influence. Et il y a toute une série de critères. Par exemple, son ratio à soi, ça influence évidemment les tweets qu'on va écrire, son ratio entre le follower et les gens qu'on suit, par exemple. Si on est Blue Badge, donc si on paye l'abonnement, on reçoit un boost aussi. Et tout ça, c'est expliqué. Il y a des fois 2, des fois 3, des fois 20, toute une série d'éléments qui vont soit augmenter votre indice de réputation sur Twitter, soit le diminuer. Si quelqu'un vous bloque ou banne ou vous hide, c'est très mauvais. Si quelqu'un répond et engage avec vous et que vous répondez aussi, qu'il y a une conversation, c'est très très bon. Si quelqu'un like your tweet, par exemple, c'est x0,5. Si on retweet, c'est x1, donc ça change pas beaucoup. Mais si je sais plus, si quelqu'un reste sur votre tweet pendant plus de 2 minutes, parce que le temps qu'il est affiché c'est x11. Si quelqu'un va voir votre profile après avoir vu un de vos tweets, c'est x12. Reply, je l'ai déjà dit, x27. Si vous mettez une image ou une vidéo, c'est aussi x quelque chose. Si quelqu'un report your tweet aux administrateurs, c'est x-369. Donc c'est vraiment mauvais. Ah oui. Etc. Il y a un paramètre bizarre aussi qui s'appelle Government Requested, demandé par le gouvernement, qui peut booster aussi. Apparemment, ça est utilisé pendant les périodes d'élection, un peu inquiétant. Etc. Donc, soit vous avez les compétences techniques pour aller lire le code et beaucoup de temps, parce que c'est pas un code facile, c'est un code base assez large, évidemment. Twitter a quoi, 15 ans, 20 ans? 15 ans en tout cas. Donc, ça a vécu. Soit vous allez lire un des nombreux blogs qu'il y a en français ou en anglais avec les gens qui ont décortiqué ça pour vous. Et que vous trouverez dans les liens. Aussi, du podcast, puisqu'on vous scrollez, vous avez le lien. J'en ai mis un en français et un en anglais, il y en a des tas d'autres si vous cherchez avec votre engin de recherche. Et il y a le code, hein, donc vous pouvez... favori, et j'ai mis le lien sur le GitHub aussi. Surprise pour moi, c'est développé en Scala. Scala, c'est un langage fonctionnel basé sur la JVM de Java. Donc c'est compatible avec Java, mais et d'après les gens qui l'ont lu, il paraît que ça se lit relativement bien comme code. Je trouve ça super intéressant qu'un méga réseau social de la taille des Instagram, des Facebook, des autres ouvre son algorithme. Oui, je ne sais pas dit que c'est encore ça qu'ils utilisent maintenant, hein, mais ça a été ça qu'ils ont utilisé à un moment donné, en tout cas. Quand tu dévoiles ce genre de recettes, c'est qu'elles sont déjà obsolètes, quelque part. Hein, et, il doit y avoir une secret sauce encore, quelque part. Bah oui, parce que quand on sait comment Elon retire les petits badges bleus à l'envi en fonction des propos tenus, que tu es payé ou non, que tu es... c'est devenu un peu n'importe quoi. Donc, je pense qu'il est en train de tuer son jouet, mais ça, c'est son problème. Mais ça devient un peu le nôtre aussi, mais des opportunités,
il y a toujours moyen de se trouver des autres vecteurs de communication. Pour l'instant, Mastodon, ça fonctionne plutôt pas mal, mais ça ne regroupe pas effectivement les mêmes attentes qu'un Twitter de la belle époque, j'ai envie de dire. On a bien fait le tour de cette histoire-là. Les passionnés iront retrouver les sources, comme d'ailleurs pour tous les sujets, dans la description de cet épisode. Ce qui nous amène tout naturellement à la lettre W, comme un oui mais non, que nous a trouvé Aurélien. Je rappelle un oui mais non, le principe, c'est une information technologique, certes, mais improbable. Mais technologique, certes, mais improbable. Mais technologique, certes, mais improbable. Bon, voilà. Aurélien, tu vas nous parler d'un poisson, et c'est pas un poisson d'avril. Ah oui, ce n'est pas un poisson d'avril. Eh bien, je me demande des fois pourquoi il y a des gens qui font des recherches. Il y a des scientifiques qui veulent savoir ce qui se passe dans les très grandes profondeurs. Et cette semaine, dans la presse, est apparue une photo d'un poisson. Alors, pas appétissant, hein, plutôt gélatineux, sans écailles, tout ça. Beau. C'est pas... qu'il est pas beau. Pas top. Il n'est pas super beau. Mais il a été quand même filmé à 8336 mètres de profondeur. Alors, Déjà, pour amener une caméra là... vous imaginez le gars sur le bateau, il dit bon, alors les gars, on met la caméra, on a 10 000 mètres de câble derrière nous, on la descend. C'est une sacrée prouesse technique. Vous imaginez la pression qu'il y a là-dedans, le type d'objectif qu'il va falloir utiliser, l'optique, la température. Le câble, faut aussi les remonter. Faut pas qu'il y ait enfin voilà, tu imagines que sur tes 8 km de câble, faut qu'il y ait rien. On utilise une fibre là-dessus, sur ce genre de choses-là. Oui, je pense. Oui, mais le câble je pense qu'il tire pas sur la fibre, il doit y avoir un câble en parallèle de traction. Et donc c'est dans la fosse d'Izu Ogasawara, à côté pas loin du Japon. À main droite après le square. Voilà, à côté de la fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes, elle est plus connue. Plus connue. Oui. Donc voilà, en tous les cas, on cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a comme poisson dans ces grandes profondeurs. Comment lui supporte la pression. Alors oui, non, mais il est habitué. C'est incroyable. Et voilà, j'ai appris dans l'article que les poissons renferment en eux une poche de gaz qui leur permet de gérer la hauteur. Plus il la gonfle, plus il monte, et plus il y a des gonfles, il y a des descentes. Là, c'est complètement différent. Ils n'ont pas d'écailles parce qu'à cette pression-là, ça pose des problèmes. Enfin, c'est passionnant. Maintenant, je voudrais bien savoir ce qu'on va chercher dans ces profondeurs-là. À part l'existence de poissons qu'on connaît pas. Bon, est-ce qu'on les mangera un jour? Je sais pas. C'est peut-être. Non, il faut pas. Faut les laisser. C'est plein de gaz. Il faut pas. Faut les laisser. Faut les laisser là, ces pauvres poissons. Voilà. Donc il y a certainement des applications. Il y a certainement, mais quand je pense à la techno déjà qui doit être mise au point pour descendre à ces profondeurs-là, je me dis, on n'est pas au bout de nos surprises et il y a des gens qui s'amusent bien. C'est de la très haute technologie parce qu'en plus de ça, j'imagine que l'image a été retraitée après, remise droite, etc. Parce que on est avec des optiques qui sont sphériques la plupart du temps, et donc c'est voilà. Donc Pseudoliparis belliévi. Ouais, je l'ai même pas noté sur mes notes celui-là. Voilà, moi je l'ai lu là, donc voilà. À table, le poisson est servi. Je sais pas si... En tout cas, ça donne pas envie d'aller au restaurant japonais dans les prochaines. Non, c'est pas beau. Enfin, il est pas beau. C'est enfin ce qu'il y a dans nos sushis. C'est ça. Mais voilà. C'est rose et gélatineux, paraît-il. Bon. Voilà qui conclut cet épisode 396 des Technos. Un bonus arrive dans pas longtemps, donc il est peut-être même déjà dispo. Donc n'hésitez pas à aller y goûter. Ça ne dure que 15 minutes, un bonus, donc on va pas prendre beaucoup plus de votre temps. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci Aurélien, merci Sébastien, et on va se dire donc du coup forcément à très très bientôt. Salut!